Bonjour à tous, bienvenue pour le nouveau webinaire de Data Grand Test. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la découverte de la data visualisation, l'utilisation et la valorisation de la donnée et des outils. Pour rappel, le jeudi à Donnez-vous à la donnée, donc le webinaire qu'on fait aujourd'hui, c'est un rendez-vous mensuel qui dure de 11h à midi. Le prochain rendez-vous qu'on aura, ça sera le 2 juin, ça sera sur les outils de valorisation pour l'analyse des données. Ensuite, en juillet-août, on vous quitte pour les vacances et on revient le 1er septembre avec des nouveaux sujets. Donc, restez connectés sur les médias sociaux pour ne pas manquer les invitations et de toute façon, on vous enverra aussi un mail. Donc, revenons à notre sujet d'aujourd'hui, à la découverte de la data visualisation. Aujourd'hui au programme, on va avoir Julien Guérard du SGAR Grand Est qui va nous présenter la data visualisation dans notre quotidien. Ensuite, on a la chance d'avoir Raphaël Da Silva qui est analyste de données et journaliste à Rue 89 qui va nous présenter la data visualisation comme outil journalistique essentiel. Et on a aussi Aude de Touché, qui est directrice de projet à l'agence Auré, qui va nous parler de la démocratisation des données d'énergie et le pouvoir des data visualisations. Et enfin, on aura, c'est moi qui vais vous présenter, je travaille pour Data Grand Est également, qui va vous présenter quelques outils qu'on a mis en ligne pour vous aider à faire des belles data vis par vous-même. Voilà. Donc, je laisse tout de suite la parole à Julien. Avant de commencer, quand même, je vais faire quelques petits rappels. Idéalement, connectez-vous avec Chrome si vous le pouvez. Pour les présentations, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'habitude, parfois, il peut en avoir des préenregistrés. C'est pas le cas pour aujourd'hui. Cela dit, on va vous enregistrer. On va enregistrer pour que vous puissiez revoir les présentations plus tard. Si vous avez des questions durant la présentation, vous pouvez utiliser l'onglet questions. C'est beaucoup plus simple pour nous pour les voir parce que dans l'onglet chat, si vous parlez entre vous, on risque d'en manquer. Et puis, les émissions, donc tous les webinaires qu'on fait, vous pouvez les retrouver en replay donc sur Data Grand Est, soit sur le site de Data Grand Est, soit sur notre page YouTube sur laquelle vous pouvez également vous abonner. Comme ça, vous aurez des alertes à chaque fois qu'il y en aura une nouvelle. Donc là, je laisse tout de suite la parole à Julien qui va nous présenter la data visualisation dans notre quotidien. Julien, à toi la main. Bonjour à tous, donc je m'appelle Julien Guérard, je travaille au SGAR Grand Est, donc la préfecture de région Grand Est, et je fais partie de l'équipe projet de Data Grand Est. Alors pour introduire ce webinaire, je vous propose une petite présentation de cadrage sur ce qu'est la visualisation de données. Alors je commence par une petite définition simple. La visualisation de données, c'est quoi? Eh bien, ça consiste à présenter de l'information statistique sous une forme graphique. En d'autres mots, transformer des jeux de données, ça consiste à transformer des jeux de données, petits ou grands, sous une forme graphique qui va être facile à percevoir et à interpréter. Alors, pour traduire visuellement cette définition, je vous propose un petit exemple concret. On a ici à gauche un petit tableau de données où je vais avoir deux colonnes, deux variables, le type et des nombres. Et donc dans la colonne type, j'ai trois types qui se répètent, A, B, C, et qui se répètent deux fois. Et à chaque fois, on associe des nombres 16, 2, 5, 9, 8, 6. Et si je vous demandais là, comme ça, rapidement, de me répondre à la question quel type compte le plus d'unités, ce serait difficile pour vous de me donner la réponse rapidement. Il faudrait que vous fassiez quelques calculs dans vos têtes avant de me la donner. Alors que si je vous proposais une transformation de ce tableau de données sous une forme graphique, donc ici à droite, des barres pour chaque catégorie qui vont représenter une quantité, très facilement, vous allez pouvoir me dire c'est le type A qui compte le plus d'unités, le second c'est le C, et ensuite c'est le B. Donc c'est le pouvoir un peu magique de la visualisation de données, c'est que très simplement, la forme graphique va nous aider à donner une forme visible et facile à interpréter à une analyse de données plus ou moins complexe, ici des sommes. Alors, la visualisation de données, elle est très présente dans notre quotidien. Elle se manifeste à nos yeux sous la forme bien connue donc, de graphiques, des courbes pour représenter des évolutions dans le temps, des barres pour comparer des quantités ou même des cartes pour représenter des phénomènes géographiques. Alors, c'est toujours bien de faire un petit retour dans le temps, de regarder l'histoire. Les premiers exemples connus de visualisation de données sont assez anciens.
Les premiers datent d'il y a plus de 200 ans. Alors à l'époque, l'outil privilégié, c'était le dessin, mais on faisait déjà des choses très originales. Alors là, je vous ai mis 3 exemples très connus. Le premier, ici, c'est la première utilisation du diagramme en bâton pour représenter des quantités par catégorie par William Playfair, un Écossais, en 1785. Cocorico, un petit exemple français, la première carte choroplète développée par Charles Dupin, qui était un ingénieur français en 1826. Et puis un autre exemple très célèbre de Florence Nightingale, qui était une infirmière qui travaillait dans un hôpital des armées et qui avait eu l'idée de faire des diagrammes circulaires pour représenter les causes de mortalité saisonnière dans son hôpital. Alors, à la différence de ces pionniers, aujourd'hui, on ne dessine plus les graphiques à la main. On travaille plutôt avec l'ordinateur et des outils adaptés pour manipuler des jeux de données et rendre visible leur contenu de manière à communiquer des informations à une audience, à des collègues, à des lecteurs, à des usagers, à des clients. Alors, je vais vous proposer quelques exemples rapidement. Premier exemple, Raphaël nous en parlera tout à l'heure. Dans la presse, la visualisation de données est un outil essentiel de présentation de l'information pour la presse, notamment pour raconter des histoires basées sur des données. Alors, je vous ai mis quelques exemples du New York Times, des Échos, de Bloomberg. Enfin, voilà, il y a énormément de graphiques qui sont produits sur énormément de sujets chaque jour dans la presse. Un autre exemple, dans un autre contexte, c'est la visualisation de données comme un moyen de donner une forme visible à des recherches scientifiques qui sont parfois très complexes. Et là, je suis allé voir dans le dernier rapport du GIEC, où il y a plein de magnifiques graphiques qui nous aident à comprendre les résultats de leurs recherches. Autre exemple d'un acteur bien connu en France, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui a récemment mis en ligne une interface pour appeler le tableau de bord de l'économie française, une interface avec plein de graphiques interactifs sur tout un tas de sujets socio-économiques que je vous encourage à aller regarder, qui est super intéressant. Et puis, bien sûr, on a des exemples dans notre poche, sur nos téléphones et nos applications qu'on installe. On peut accéder à de l'information de façon visuelle, graphique, sur la météo ou sur nos performances sportives. Donc voilà, des graphiques partout. Vous l'aurez compris, la visualisation de données, fondamentalement, par définition, c'est un moyen de communiquer. Elle nous sert à résoudre des problèmes en donnant une forme visible à des analyses de données pour faciliter leur compréhension. Et puis surtout, elle nous aide à nous poser des questions et à prendre des décisions sur la base de ces informations. Alors c'est pourquoi, et notamment dans un contexte d'ouverture des données publiques, c'est notamment le sujet qu'on porte avec Data Grand Est, il y a des compétences qui deviennent fondamentales d'un côté pour les producteurs, c'est la capacité de produire des graphiques efficaces, et puis pour les consommateurs de ces visualisations, c'est d'être capable de lire et de comprendre ces graphiques. Alors c'est ce que nous allons voir plus en détail avec nos 2 intervenants de ce matin qui produisent de la visualisation de données dans des contextes très différents. Donc Raphaël, le journalisme, et Aude de Toucher, les données d'énergie. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Raphaël Da Silva. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Normalement, oui. Quoi qu'il arrive, je surveille de toute façon le chat et les questions. Super. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Voilà, normalement, vous devriez voir ma présentation. Donc, hop. Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Da Silva. Je suis pigiste, journaliste de données, et je travaille notamment pour les purs players locaux rue 89 Strasbourg et rue 89 Lyon. Donc, au programme de cette petite présentation, je vais vous parler de mon parcours. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire tout mon CV, mais mon parcours a justifié en partie ce pourquoi je me suis spécialisé dans ce domaine. Donc, ça m'offre une bonne intro pour ensuite vous parler du nouvel essor
du data journalisme depuis 2009. On en parle beaucoup depuis 2009 et évidemment, ça ne doit rien au hasard. Je vous exposerai quelques outils et contraintes et enfin, on conclura avec quelques limites et bonnes pratiques. Or, mon parcours en bref, moi, j'ai tout fait dans le Grand Est. Toutes mes études ont été faites dans le Grand Est. J'ai commencé par un DUT à Mulhouse très polyvalent. Donc, à l'époque, ça s'appelait Services et réseaux de communication. C'est devenu ensuite métier du multimédia et de l'information. Et c'était un DUT dans lequel on voyait beaucoup de choses et notamment du code informatique. Donc, on a étudié des incontournables HTML, CSS, JavaScript, mais également des langages d'interrogation de bases de données comme le PHP. Après ce DUT, il a fallu se spécialiser. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler d'une nouvelle licence professionnelle à Metz, donc à l'époque c'était en 2009, de journalisme et médias numériques. Et je suis devenu très vite le technicien, en quelque sorte le technicien de ma promo. Et dans mes premiers stages, j'ai très vite réalisé que ces compétences techniques étaient très prisées, très valorisées. Et donc, quand j'ai terminé mes études et quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, je me suis très vite orienté vers des piges spécialisées pour des pure players locaux, notamment rue 89 Strasbourg, qui a ouvert en 2012. Donc, je parle de nouvel essor du data journalisme. Alors, je vous ai mis en illustration une carte que vous connaissez peut-être, qui est celle de l'épidémiologiste Jon Snow. Rien à voir avec Game of Thrones, évidemment, qui date de 1854. Donc, le traitement de données n'a rien de nouveau, n'a absolument rien de nouveau. Par contre, il est devenu beaucoup plus accessible. C'est ça la dimension importante, notamment depuis l'Open Government, qui était une promesse liée au premier mandat de Barack Obama en 2009. Et c'est une initiative à laquelle beaucoup de pays occidentaux ont emboîté le pas avec leur propre politique d'open data. Donc, notamment en France, avec la mission Étalab depuis 2011 que vous connaissez certainement bien. Donc, on a beaucoup de fournisseurs de données. Ça, c'est ce qu'il y a de bien en tant que journaliste. On a évidemment des plateformes comme DataGouv ou Data Grand Est. On a des institutions comme l'INSEE ou l'EDREAL. On a des ONG et associations diverses. Et on a également des chercheurs. Donc ça, c'est pour les réservoirs de données usuels et habituels. Mais on a aussi la possibilité de collecter ses propres données. Alors, il y a deux possibilités principales. C'est en les inspirant sur des sites pour les reformater, ce qui peut poser évidemment des questions de propriété intellectuelle, ou en les saisissant à partir de zéro. Et je vous ai glissé un petit exemple local. J'avais un confrère qui observait une prolifération dans ses balades à Strasbourg du mobilier anti-SDF. Vous savez, ces accoudoirs centraux sur les bancs pour empêcher qu'on s'allonge dessus, ou les galets pointus près des halls d'immeubles. Et donc, il s'est constitué lors de ces balades une petite base de données en renseignant des adresses, le type d'aménagement, la photo pour authentifier. Et on s'est servi ensuite de cette base de données pour faire cette petite cartographie que vous voyez sur la droite. Donc, pourquoi les data journalistes visualisent? Alors, Julien a donné de bons éléments de réponse. En fait, c'est généralement la porte d'entrée quand on débute dans le domaine. Je ne connais aucun étudiant fraîchement sorti d'école de journalisme qui va me dire « Ah, moi, j'adore le journalisme de données et moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est étudier les différences entre des régressions linéaires pour trouver des aberrations ou faire des comparaisons de quantiles. » Non. Ils se disent, on va visualiser pour rendre l'information digeste et intelligible. Et c'est aussi une récompense après un travail ingrat. Là encore, je ne vous apprends rien. Traiter des données est une tâche ingrate. Donc, arriver concrètement à une data visualisation est souvent perçu, notamment quand on débute, comme une récompense après beaucoup d'efforts et de sueur. C'est une plus-value par rapport à du texte seul. Et pour le dire rapidement, si vous donnez un même jeu de données à différents data journalistes, ils vous produiront certainement pas les mêmes visualisations. Et aussi, donc loi de l'offre et de la demande, on a beaucoup de bons services clés en main. Donc quand on parle de bons services clés en main, c'est notamment l'interface qui est très intuitive, notamment pour les novices, les rendus qui sont jolis et facilement intégrables et qui sont gratuits. Cela étant dit, le service clé en main est une arme à double tranchant et
pour vous l'illustrer, j'aimerais vous parler de Google Fusion Table. Alors, c'est peut-être un nom que vous connaissez. C'est un service qui a été mis à disposition par Google à la fin des années 2000 et qui permettait grosso modo de transformer un tableur en une table et la table en infographie. Il y a eu une carte remarquable du Guardian, donc pareil que je vous ai mise en illustration en 2010, où en fait le Guardian avait exposé une corrélation géographique entre des émeutes survenues à Londres en 2010 et le niveau de revenus des zones où avaient eu lieu ces émeutes. Il y a eu un large engouement de la part de nombreuses rédactions pour Google Fusion Table ensuite, sauf que en 2019, Google a décidé d'arrêter le service, de stopper ses serveurs. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui quand vous allez sur la carte du Guardian, c'est ceci. Donc, un format à très haute valeur ajoutée perdu. Et c'est un problème de plus en plus récurrent dans des rédactions, c'est que on a de gros problèmes d'obsolescence technologique, notamment parce que on délègue, on héberge du contenu chez des prestataires qui peuvent du jour au lendemain mettre la clé sous la porte. Il y a une solution qui est l'apprentissage du code, mais ça a aussi ses limites. Ça nécessite beaucoup d'investissement. J'ai mis beaucoup de temps personnellement avant d'être efficace en JavaScript, avant d'être parfaitement autonome en Python. Et c'est pas fait pour tout le monde. Il y avait cette mode professionnelle à un moment donné de se demander si tous les journalistes devaient se mettre au code. J'ai toujours considéré que non, parce que voilà, on a le droit de ne pas avoir d'appétit pour la technique et ça ne sert à rien d'obliger de s'y mettre à marche forcée, enfin voilà, d'obliger des gens à s'y mettre qui n'ont pas du tout l'appétit pour ça. Développer sera toujours un métier, donc ça aussi, il faut bien cloisonner les choses. Mais la persévérance est récompensée. Donc, les deux avantages, selon moi, c'est que vous pouvez utiliser des bibliothèques open source, donc vous n'aurez jamais ce problème d'obsolescence qu'on a décrit avant, et vous aurez à disposition une très haute personnalisation de vos contenus. Les formats évoluent avec les usages. Alors, j'ai commencé au début des années 2010 et il y a eu beaucoup d'évolutions, dont deux que je voulais vous exposer. C'est qu'aujourd'hui, on pense d'abord au mobile avant l'écran d'ordinateur. Par exemple, vous connaissez peut-être le site, la section du Monde des décodeurs. À une époque, les décodeurs, quand ils faisaient des infographies et que les gens se connectaient sur mobile à leurs infographies, l'infographie n'était pas accessible. Il y avait un message qui disait, en gros, connectez-vous à un écran d'ordinateur. Aujourd'hui, évidemment, la doctrine a changé puisqu'on a des lecteurs qui n'utilisent que ça, notamment dans les transports. Donc, on a tendance à développer en format mobile et à se dire que ce qui marchera sur mobile marchera forcément sur écran d'ordinateur. Et les infographies statiques ont été trop vite enterrées. Alors là, pareil, on a eu un engouement pour l'interactivité, mais en fait, et notamment avec la pandémie de Covid-19, les infographies statiques ont vraiment eu à nouveau le vent en poupe. Et je vous ai notamment glissé une visualisation faite à partir des données de Santé publique France, sachant que dans la région, on a également un data scientist à Mulhouse, que vous connaissez peut-être, Germain Forestier, qui fait un tableau de bord quotidien à partir des chiffres de Santé publique France, donc des infographies statiques en Python qui sont très largement partagées. Il n'y a pas de standard préétabli dans le journalisme de données. C'est un domaine très empirique, donc évidemment, on a des diverses connaissances statistiques, mais on essuie beaucoup les plâtres et très régulièrement, et souvent croisé avec d'autres disciplines. Moi, par exemple, au début, je faisais beaucoup de cartographie, parce que c'est un format qui plaît en général beaucoup et qui évidemment est lié au calendrier des rédactions, notamment aux élections. Et du coup, à côté, j'ai lu quelques ouvrages de géographie pour m'améliorer dans l'élaboration de ces cartes. Et on a aussi des biais liés à notre culture au sens large. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une carte de la présidentielle des États-Unis en 2016. Donc un regard français va voir une marée rouge et se dire, dis donc, ça vote beaucoup à gauche aux États-Unis, sauf que chez eux, les couleurs sont inversées. Donc le rouge, c'est pour la droite et le
oui, c'est ça, et le bleu, c'est pour la gauche. Sachant qu'il y a aussi un autre biais, c'est que évidemment, les zones rouges sont pas forcément les plus peuplées. Donc c'est pas forcément là où l'élection s'est jouée. Donc si on part simplement sur une choroplète très basique, on va avoir ce biais de surreprésentation de zones qui sont pas forcément déterminantes dans le résultat présenté. Quelques pièges, donc, je dis toujours qu'il faut faire attention à la logique d'industrialisation. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il est tentant de recycler des modèles de visualisation pour les décliner à toutes les sauces, notamment parce que c'est très facile de le faire avec des services clés en main. Mais une bonne data visualisation doit toujours illustrer et informer. Donc, je vous ai glissé un exemple que je trouve bon, pas franchement bon. C'est une carte des déplacements de Manuel Valls. Alors après, bon, visuellement, c'est un peu douteux le fait d'avoir son visage à chaque déplacement. Vous avez une légende, mais finalement, bon, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que ça raconte? Bah, au fond, pas grand-chose. Donc, il était Premier ministre, donc c'est sûr que bah, il s'est beaucoup déplacé à Paris. Après, sur le pourtour de la frontière italienne et suisse, est-ce que c'est le Tour de France ou est-ce que c'est autre chose? Donc, c'est pas clair du tout, mais c'est rendu simple. Donc on a tendance à se dire: «Tiens, on a de la donnée géographique, on va forcément en faire une carte». Or, c'est pas forcément, une bonne démarche. Attention à l'objectivation. Une visualisation seule ne raconte rien et j'insiste, beaucoup là-dessus, dès que j'ai un groupe d'étudiants, c'est d'éditorialiser, au maximum, de contextualiser et d'être, très au clair sur le fait que la visualisation complète un article. Mais elle fait pas un article à elle toute seule. Donc collecter des données implique des choix. Ça pareil, je ne vous apprends rien. Les données ne sont donc pas objectives et ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'elles fassent consensus. Donc il faut assumer son angle et toujours éditorialiser. Et pareil, je vous ai mis un exemple tiré de la PQR. Donc là, c'est l'article entier. Pas de texte, rien du tout. On a des accidents de la route. Et bah, évidemment, sur la route, on peut avoir des accidents de la route, donc on a vraiment cette, tendance, ce biais-là, de visualisation seule qui est censé, expliquer l'histoire alors que, ben, ça marche pas du tout comme ça. Pour conclure, et ça, c'est lié aussi à une formation d'analyse de données que j'ai faite l'an dernier, visualiser n'oblige pas à publier. Donc chez la plupart des professionnels, la visualisation suit le nettoyage de données. Donc c'est l'étape numéro 2. C'est pas un achèvement comme je vous disais, quand on débute, il y a, cette récompense donc dans un cadre, professionnel, enfin chez les professionnels de la donnée, c'est vraiment l'étape numéro 2. C'est un support utile, voire indispensable à l'exploration, car il permet de s'approprier, les données de manière ludique et de documenter une méthodologie. Donc ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup quand je fais un traitement lourd de données ou une infographie un peu sympa, statique un peu sympa, c'est que je documente une méthodologie et évidemment des visualisations là-dessus, ça sert toujours. Je vous donne un exemple avec, les diagnostics de performance, énergétique de l'ADEME, donc qui est un peu un jeu de données, qui intéresse beaucoup en ce moment. Donc j'ai visualisé à l'horizontale la consommation des logements géolocalisés dans une zone et sur, l'axe des ordonnées, l'estimation, des gaz à effet de serre émis. Et donc vous voyez qu'il y a des lignes qui apparaissent. Et ça, c'est effectivement lié, aux 2 méthodes de diagnostic qui sont, ou un calcul sur facture, donc on a la consommation et on calcule à partir de ça, les gaz à effet de serre émis, ou la méthode dite conventionnelle où en fait on se base sur beaucoup de données, notamment la date du bâti, mais il y a toujours des formules mathématiques. Or, si on visualise ça en gros, c'est pas forcément, ça va pas forcément faire un article intéressant. Mais en visualisant ça et en ayant, entre guillemets «cette limite» à l'esprit, je vais pouvoir par exemple me dire: «Bah tiens, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de chercher une aberration, des schémas qui sortent justement de ces lignes et il y a peut-être une histoire à raconter derrière». Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et si vous avez la moindre question, ben, je surveille le chat ou je suis à votre disposition ici.
Alors, je vais juste essayer d'arrêter. Merci beaucoup Raphaël, c'était, très intéressant. Maintenant on va laisser la parole, à Aude de Touché, donc directrice de projet à l'agence Auré qui va vous parler, de la démocratisation des données de l'énergie. Bonjour à tous, déjà merci de cette invitation. Donc c'est vrai que la data visualisation, nous c'est un sujet, à l'agence Auré qui nous tient vraiment à cœur, donc on est ravis de pouvoir en parler aujourd'hui. Donc ce qui a été présenté, jusqu'à présent était, très intéressant, hein. Ça plante vraiment les enjeux, sur la data visualisation avec en plus l'intérêt, croisé, on va dire, avec le journalisme. Côté agence Auré, nous, on est vraiment centré sur les, données et les data visualisations liées à l'énergie, et même encore plus spécifiquement quand on parle d'énergie, sur, l'électricité, et le gaz. Donc agence Auré, je vais vous en parler un tout petit peu pour que vous voyez, qui nous sommes. On va aussi, je vais commencer aussi par vous rappeler, vous planter un petit peu le décor sur les données, dans l'énergie et pourquoi les data visualisations nous semblent effectivement importantes, hein. L'idée, c'est bien de démocratiser, on va dire, les données, d'énergie qui existent et qui sont mises à disposition en open data pour que, le plus grand nombre puisse, s'emparer de ces enjeux, énergétiques qui sont évidemment, très importants dans une, optique de transition écologique et transition énergétique. Alors, les données d'énergie, alors il y en a de plus en plus, ça c'est le premier point. Il y a des objets connectés, il y a des compteurs communicants qui sont peu à peu, déployés en France. Il y a de plus en plus de données qui sont produites aussi, par exemple, parce qu'il y a des énergies renouvelables, parce qu'il y a des nouveaux usages comme la mobilité, propre, hein. Tout ça, c'est extrêmement créateur et consommateur de données énergétiques. Il y a également lié à ça, hein, des acteurs et des usages qui sont effectivement très utilisateurs, de ces données. Donc, mobilité, je le citais, c'est à la fois, hein, ça crée des données et il y a besoin de données pour, faciliter, la mobilité propre, les énergies renouvelables, l'innovation, tout ce qui est autoconsommation, hein, effectivement, produire sa propre énergie et la consommer, des flexibilités, beaucoup de choses qui ont évolué sur le marché, on va dire, de l'énergie et dans le monde de l'énergie et qui nécessitent des données pour pouvoir, être mises en œuvre. Il y a également des attentes accrues, à la fois, on va dire, d'un point de vue de la société et du coup, ça s'est traduit dans des réglementations, à la fois sur de l'ouverture de données dans ce secteur et sur la protection des données. Alors évidemment, le RGPD, on ne va pas en reparler aujourd'hui, tout le monde, voilà, c'est bien présent, je pense, dans tous les esprits. Après, il y a aussi un certain nombre de lois sectorielles, hein, loi transition énergétique de 2015 pour ce qui est effectivement de l'énergie, qui ont prévu des mises à disposition de données dans une optique de faciliter la transition énergétique dans les territoires. Il y a également la loi d'open data par défaut, hein, la loi Le Maire, qui est arrivée et qui a poussé à ouvrir de plus en plus de données, notamment dans l'énergie, mais pas seulement, bien entendu, puisque c'est une démarche plus large. Alors, un petit zoom peut-être parce qu'on parle beaucoup d'énergie, surtout en ce moment, dans un contexte notamment à l'Est et en Ukraine, hein, qui fait parler, on va dire, des marchés d'électricité et du gaz encore plus que d'habitude. Donc il y a en fait 4 grands métiers, on va dire, dans l'énergie, qui sont la production, hein, que ce soit effectivement du gaz ou de l'électricité par exemple, du transport, puis de la distribution. Donc en gros, c'est l'équivalent, on va dire, si je transpose ça dans le domaine routier, des autoroutes dans un cas et puis des routes nationales ou départementales, on va dire, dans d'autres cas, hein. Le transport, c'est vraiment les très hautes tensions, c'est vraiment les gros câbles, les grosses canalisations pour le gaz. La distribution, c'est ce qui va jusqu'à chez vous, jusqu'au client final. Et la fourniture, ce qui est la partie commercialisation. Donc la personne auprès de qui vous avez souscrit un contrat pour vous alimenter en gaz ou en énergie. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler du volet distribution que vous voyez donc entouré en bleu, hein. C'est effectivement donc ceux qui acheminent l'électricité ou le gaz jusqu'au client. Et c'est les acteurs que je représente aujourd'hui à travers l'agence Auré. Alors l'agence Auré, c'est une association qui a été créée en 2017 et qui regroupe
aujourd'hui 126 membres, c'est-à-dire les gestionnaires de réseaux de distribution, donc ces fameux distributeurs que j'indiquais, hein, qui acheminent l'électricité jusqu'à chez vous. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un certain nombre de GRD, ce qu'on appelle dans notre jargon, les gestionnaires de réseaux de distribution, électricité, gaz, donc les plus connus au niveau national sont Enedis et GRDF, mais après il y a un certain nombre de distributeurs, y compris d'ailleurs dans la région Grand Est, qui ont plus de 100 000 clients. La notion de plus de 100 000 et moins de 100 000, elle est importante chez nous et elle est liée aussi à une réglementation européenne, donc les obligations derrière qui pèsent sur les opérateurs ne sont pas les mêmes en fonction du nombre de clients. Donc en région Grand Est, il y a notamment Strasbourg Électricité Réseau, Reseda pour la partie électricité et RGDS pour la partie gaz, mais il y a aussi de nombreux autres distributeurs qui sont des plus petits, hein, certains en fait ne desservent qu'une ou deux communes. Il y en a quand même une trentaine de distributeurs électricité en région Grand Est en électricité et 9 en gaz. Voilà pour le panorama sur votre région. Donc nous, côté Agence Auray, notre mission, c'est vraiment de mutualiser des compétences et des moyens entre distributeurs. Alors, l'axe que vous voyez là en orange, qui ne nous concerne pas vraiment aujourd'hui, qui est rendre des services numériques pour aider les distributeurs à accomplir leurs obligations réglementaires pour appuyer le fonctionnement des marchés d'énergie. C'est ce qu'on appelle chez nous Auray-MECA. Et le deuxième volet, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui est effectivement tout ce qui est mise à disposition de données au service de la transition énergétique. Donc ça fait vraiment partie de nos missions de service public. On a un certain nombre d'obligations réglementaires en tant que distributeur. Et nous, on souhaite aller beaucoup plus loin, évidemment, pour faciliter la transition énergétique dans les territoires, en offrant vraiment des services autour des données, et notamment les data visualisations. Donc, jeu de données, on va dire que du classique, hein, si vous êtes habitués, des habitués de Data Grand Est, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'une plateforme open data. Nous, on en a une côté Agence Auray, on met des jeux de données effectivement qui sont multi-énergie, donc à la fois gaz et électricité, sur le périmètre de nos membres, hein, donc les gestionnaires de réseau. On a aussi un point d'entrée unique en close data pour ceux qui souhaiteraient avoir des données, par exemple, si je suis un bailleur social et que je veux avoir une vision de mon patrimoine, des consommations sur mon patrimoine, je peux m'adresser à l'Agence Auray qui sert de guichet unique pour finalement avoir les données sur un patrimoine qui serait à cheval, on va dire, sur plusieurs distributeurs et qui serait à la fois en électricité et en gaz. L'axe qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'axe data visualisation que vous voyez là en bas. L'idée, c'est de faire parler ces données. Il y a un certain nombre effectivement de données qui existent aujourd'hui. L'offre de données en matière d'énergie, elle est assez conséquente. À chaque fois qu'on la présente, un certain nombre d'acteurs, et notamment les collectivités locales, sont toujours, on va dire, impressionnés par, on va dire, la quantité de données qui sont mises à disposition. Encore faut-il savoir effectivement les faire parler et permettre finalement qu'elles puissent appuyer l'analyse et la prise de décision des acteurs. C'est vraiment ça l'enjeu, hein. C'est des données qui, encore une fois, sont vraiment produites notamment dans une optique de transition énergétique. Donc il faut derrière qu'elles puissent alimenter les décisions et des politiques publiques. Alors, rapidement, hein, la présentation de notre espace open data. Encore une fois, ce n'est pas l'objet majeur de la présentation aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment d'aller sur la partie data visualisation. Donc là, c'est un petit clin d'œil parce qu'effectivement, la data visualisation, ça a été très bien dit par Julien et Raphaël, hein. L'idée, c'est vraiment de permettre de donner du sens, de faire ressortir l'information à partir de données brutes, hein. J'ai bien aimé l'idée de dire que c'était une récompense après une tâche ingrate. C'est vrai que c'est tout à fait ça, l'idée de pouvoir faire ressortir de l'information et de faciliter la compréhension, rendre aussi l'acteur utilisateur des données. Donc on a fait cette petite présentation humoristique pour rappeler qu'effectivement c'est un art de maîtriser la donnée et la data visualisation. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est la composition du mix électricité français traité en matière Kandinsky, mais on a une vraie data visualisation derrière qui est celle que vous pouvez voir à l'écran. Alors si j'ai un petit peu de temps tout à l'heure, peut-être je vous ferai une démonstration directement sur le site, mais l'idée, c'est là de pouvoir visualiser assez rapidement, donc sur une région ou sur un département, le mix électricité, quelles sont les énergies qui sont présentes en matière de production sur le territoire,
à la fois en puissance installée et en énergie produite. Et là, on voit effectivement qu'il peut y avoir, c'est le cas ici, hein, une différence assez sensible entre la capacité de production finalement et la production constatée sur un territoire. Sur toujours sur une logique on va dire de production, hein, production d'énergie. Si vous vous intéressez à la progression de l'électricité renouvelable en France, on a une data visualisation qui permet d'avoir par région effectivement la couverture de la production d'électricité renouvelable, quelle est sa part dans le mix global de production, quelle couverture de la consommation par la production renouvelable est réalisée sur telle ou telle région. On peut voir ça dans le temps, depuis 2014. Et c'est en fait, c'est une illustration, alors c'est intéressant aussi ce qui était dit juste avant. C'était une data visualisation qui en fait a été basée sur des données qui relevaient du panorama de l'électricité renouvelable. Donc le panorama de l'électricité renouvelable, c'est une publication, donc aujourd'hui un PDF qui est mis à disposition, mais qui fait un certain nombre de pages, à peu près plus de 50 pages, qui intéresse les professionnels du secteur. Ça permet d'avoir une analyse assez poussée, filière par filière, région par région, etc. Mais il nous semblait intéressant de pouvoir valoriser le travail qui était fait à travers cette publication en une infographie pour pouvoir donner un accès assez rapide et facile, on va dire, aux éléments majeurs de cette publication et effectivement avoir une sorte d'infographie en un coup d'œil sur la progression de l'électricité renouvelable en France. Alors, je le disais tout à l'heure, nous, on rassemble à la fois les distributeurs de gaz et d'électricité. Donc, ce que je vous ai présenté sur le mix électricité, eh bien, on a une sorte d'équivalent, de pendant sur le gaz avec les sites d'injection biométhane produits sur le territoire. Donc, là aussi, je le disais, c'est un sujet un peu d'actualité, comme vous le savez, voir quelle est la progression du biométhane produit en France sur un territoire et injecté dans les réseaux. Curieusement, c'est quelque chose qui, depuis quelques mois, intéresse beaucoup plus qu'avant. Je pense que vous voyez tous pour quelles raisons. Si j'avance sur d'autres types de data visualisation qui sont là aussi toujours sur le volet production, pour savoir assez rapidement quel est le nombre d'installations renouvelables sur un territoire, eh bien, on peut saisir effectivement, je suis sur telle ou telle commune ou PCI, et donc établissement public de coopération intercommunale. Là, par exemple, c'est sur Brest Métropole, donc c'est pas vraiment dans l'Est, on va dire plutôt complètement à l'Ouest par rapport à vous, mais vous pouvez voir en un coup d'œil quelles sont les installations, le nombre d'installations de production d'électricité et de gaz qui sont sur le territoire concerné et qui vous intéressent. Une autre visualisation, alors c'est le tracé des réseaux, donc des réseaux de gaz et d'électricité, à nouveau. Donc on a proposé cette data visualisation, alors qui malheureusement à ce jour n'est pas encore complète. On n'a pas l'ensemble des données des distributeurs, notamment d'électricité et de gaz, qui sont visibles sur cette cartographie. Néanmoins, on en a de plus en plus, et puis on les ajoute de manière incrémentale dès qu'on a de nouvelles données, mais ça permet d'avoir en tout cas déjà sur plus de 97% du territoire, les tracés des réseaux en élec et en gaz qui sont visualisables. Alors réseau de transport et réseau de distribution, donc ça peut être effectivement utile pour de la planification réseau, pour l'implantation d'énergie renouvelable par exemple, ou ce genre de choses. Voilà, vous pouvez voir là ce que ça donne sur un zoom, vous pouvez l'avoir jusqu'à un quartier et ce type d'affichage. Vous pouvez sélectionner, si vous ne vous intéressez par exemple qu'aux canalisations de gaz, eh bien vous sélectionnez le gaz et vous n'avez pas forcément l'électricité à chaque fois. Voilà, vous pouvez sélectionner l'infrastructure et le tracé qui vous intéresse. Après, si je parle, parce que j'ai beaucoup parlé de la production, même si c'est un sujet qui intéresse en général beaucoup le grand public, mais il y a aussi la consommation, même la consommation d'énergie en France par secteur d'activité. Donc on a proposé une data visualisation qui permet là aussi, on peut sélectionner, ça peut être une région, ça peut être un EPCI, une commune. On peut choisir là aussi l'électricité ou le gaz, on peut sélectionner assez facilement, passer de l'un à l'autre, mais voir en fonction
du territoire. Quels sont les secteurs qui consomment? Est-ce que, par exemple, c'est plus le résidentiel? Est-ce qu'il y a une industrie forte sur le territoire? Quelle est la part de l'agriculture? Donc ça permet, de voir, en effet, à la fois en nombre de ce qu'on appelle nous, dans notre jargon, les points de livraison, en gros, les clients, ou en consommation. Donc effectivement en énergie consommée, d'avoir cette vision sur le territoire et par grand secteur d'activité, donc industrie, tertiaire, résidentielle, agriculture. Voilà, ça c'était, une autre, data visualisation, mais enfin c'était l'introduction que je faisais tout à l'heure sur la richesse, de la région Grand Est en matière de nombre de distributeurs, hein. Là, on a aussi développé une cartographie spécifique qui permet de voir, sur une région ou sur, une commune, une EPCI, là encore, hein, on a toujours ces différents périmètres géographiques, quels sont, les, distributeurs présents sur le territoire. Donc tout ça, ce sont des data visualisations que nous, Agence Auré, avons développées et que nous mettons en ligne. Ce dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est une démarche qui va beaucoup plus loin parce qu'on pense que, effectivement, il n'y a pas que nous qui avons eu des bonnes idées en matière de data visualisation, loin de là. Et on a proposé, un site, enfin sur notre site, hein, de référencer les data visualisations dans le domaine de l'énergie en France. Alors, qu'elles soient en électricité, en gaz, et même sur d'autres énergies, quels que soient les opérateurs, à différentes échelles. Notre objectif, c'est vraiment de valoriser la richesse des outils qui sont déjà existants, hein, qui ont été produits par des acteurs de référence, et de mettre en un point unique, un accès à ces data visualisations, avec à chaque fois une possibilité de filtrer. Si je m'intéresse, que à la mobilité propre, je ne m'intéresse qu'à la consommation, ou au contraire je ne m'intéresse qu'à la production, et ben je vais pouvoir filtrer et regarder les data visualisations qui sont présentes, qui existent, sur, mon territoire par exemple, hein, si je suis une région ou si je suis, encore une fois un citoyen, j'habite dans une commune, je veux regarder ce qui se passe sur mon territoire. Eh bien, je peux avoir accès, on va dire, aux meilleures data visualisations, entre guillemets, ou en tout cas à la richesse, de ce qui a été, proposé et inventé, on va dire créé, par les acteurs qui sont des acteurs de référence. Donc cet outil-là, c'est vraiment une logique de point d'entrée. On offre aujourd'hui, donc c'est ce que vous voyez là, hein, si je vais peut-être aller directement le partager, et partager mon écran. Hop, j'espère que je ne vais pas vous perdre. Voilà, j'espère que c'est bon et que vous voyez. Donc c'est notre outil effectivement de data visualisation comme je l'évoquais. Normalement, je pense que vous le voyez. Il est bien là, je partage. Donc nous avons 458 data visualisations qui sont aujourd'hui accessibles. Donc je peux filtrer, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure. On va par exemple aller sur la thématique mobilité et je vais voir un certain nombre de data visualisations. Alors c'est tout simple, hein, c'est juste un accès à la data visualisation en question. Si je clique sur la première qui est produite par l'UFE, donc l'Union française de l'électricité, je vais voir directement la data visualisation que vous voyez là dans la petite vignette. Donc on voit qu'on en a 33 sur la mobilité. Après, vous pouvez rajouter des filtres si vous vous intéressez à une couverture nationale ou régionale ou autre. Vous pouvez retourner sur la production. Voilà. On peut effectivement voir directement toutes ces data visualisations. Alors, petite pub en passant pour celles que nous avons produites, hein, que je vous ai présentées rapidement, mais quand vous cliquez ici, vous voyez nos 11 data visualisations qui sont là. Et ce que je vous invite bien entendu à aller regarder, mais pas seulement, hein, n'hésitez pas à consulter la totalité de ces data visualisations. Alors le pourquoi de cette démarche, je l'expliquais tout à l'heure, hein, je pense que l'idée c'est vraiment à la fois de valoriser l'existant et de permettre que chacun puisse à la fois voir les bonnes idées et éventuellement reproduire sur son propre territoire ou bah, constater qu'il manque peut-être des data visualisations sur certains sujets, que ça pourrait être intéressant d'en développer. Voilà, c'est à la fois une prise de conscience, un partage. On est convaincus à l'Agence Auré que la data visualisation, elle a un fort pouvoir et que le sujet de la transition énergétique, eh bien, il est important. Donc, autant effectivement mettre en avant ces data visualisations pour qu'un maximum de personnes puissent s'emparer de ces enjeux et les comprendre.
Voilà, pour ma part, j'en ai terminé. Je crois qu'il y a quelques questions. Oui, il y a quelques questions pour vous Euh, donc on va peut-être les lire comme ça tout le monde peut oui. avoir la réponse finalement. Donc, il y a une personne qui demande, est-ce qu'il serait possible d'avoir les informations de contact de, Auredata? Donc, pour le département de la Haute-Marne, mais finalement, pour, comment faire même pour tous les autres s'ils sont intéressés? Ah bah alors n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire contact sur notre site. Alors je l'ai peut-être pas, détaillé, on est une petite association, on est, donc, au niveau national, on est basé en Île-de-France, enfin, à Paris. Donc on a personne entre guillemets, dans les régions, hein. On est vraiment, voilà, on est une petite équipe, on est 6 pour tout vous dire. Donc vous pouvez nous contacter à travers le site, hein. Je viens de vous remettre là dans le chat, l'adresse, hein, de notre site et n'hésitez pas à nous contacter par le contact, hein, enfin par la boîte contact. OK. La prochaine question, c'est: les réseaux gaz et électricité sont-ils disponibles au format vectoriel? Alors non, ils sont pas disponibles au niveau, vectoriel. Petite précision sur ces réseaux, ils sont disponibles alors sans engagement, on va dire non plus sur le niveau de détail, hein, on n'est pas sur de la grande échelle. Pour une raison toute simple, c'est que, ce ne sont pas des données c'est des données qui peuvent servir bien entendu, c'est l'objectif de les mettre en open data pour un certain nombre on va dire de vision un peu globale, pour de la planification, pour voir où ça passe et cetera. Pas pour des usages de type surtout pas, hein, pour des usages de type, DTD-ICT, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous DTD-ICT, mais, ce qui est des déclarations de travaux, d'intention de travaux. Donc, il ne s'agit pas on va dire de planifier des travaux ou de prévoir des raccordements ou ce genre de choses sur la base des informations d'open data. Pour ça, il y a effectivement des guichets et des procédures qui sont prévues et qu'il faut surtout suivre. Donc les données, elles sont disponibles, mais ce n'est pas de la grande échelle. OK. Une avant-dernière Et question. les données gaz, pour l'instant, ne sont pas fournies. C'est la visualisation, mais ça pourrait évoluer dans les prochains mois. Voilà, sans dévoiler de grands de grands changements. Nos amis, gaziers, les membres gaziers sont en train sans doute d'évoluer. GRDF notamment a publié assez récemment ces données, les données tracées, gaz. Et donc c'est un sujet voilà, sur lequel il y a une actualité, récente. Prochaine question. Les ENR, donc les énergies, renouvelables, sont visualisables par région. Peut-on visualiser plus précisément par département, EPCI, commune? Et est-ce que vous permettez toujours la data visualisation au niveau le plus précis des données dont vous disposez? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que ça a été dit tout à l'heure, mais effectivement, quand on crée une data visualisation, il faut toujours savoir à quel niveau d'information, enfin et jusqu'à quel niveau de détail on peut aller. Et toutes les data visualisations ne peuvent pas tout faire, hein. C'est-à-dire on peut pas rentrer sur des données extrêmement, fouillées, et précises, et descendre à des niveaux, on va dire jusqu'à des niveaux, communaux, voire quartiers, hein, puisqu'on a certaines, données, notamment en termes de consommation, qui vont encore en dessous de la commune, qui vont à la maille, dite IRIS, hein, qui est une maille, statistique, au niveau enfin déterminée par l'INSEE. Donc on a certaines data visualisations donc que je présentais, tout à l'heure, si je reviens notamment, hop, un peu en arrière, sur le mix électricité. Donc on a fait le choix pour la rendre visuelle, facile à comprendre, on va dire rapidement. Là encore vraiment dans une logique de permettre de comprendre à tout un chacun de voir le mix électricité entre, la puissance installée et l'énergie produite. Donc ça, c'est des données qu'on peut rendre visuelles et «sympa» entre guillemets à afficher au niveau régional et départemental, mais ça ne descend pas en dessous. En revanche, on va avoir d'autres data visualisations qui permettent d'aller beaucoup plus finement, sur des communes, mais une data visualisation peut difficilement tout faire. Donc oui, on a effectivement, des approches et à un moment, il faut faire des choix. On n'a pas trouvé, en tout cas nous, la solution pour faire une data visualisation qui traite tout à tous les niveaux. OK. Y a-t-il, des liens entre, l'agence ORE et OSM sur les données en matière d'infrastructures de réseau? Partage, partenariat et cetera?
Oui, oui, oui. Alors, on échange régulièrement avec OSM, qui a d'ailleurs été un aiguillon à l'ouverture des données et à la mise à disposition en open data par nos membres, par les gestionnaires de réseau de distribution. Donc, on échange assez régulièrement. Donc, oui, OSM connaît bien justement nos outils, et notamment les données qu'on met à disposition. Donc, ils s'en servent. Ça fait partie de leur source. Donc, oui, la réponse est oui. OK. Là, on a 2 questions qui sont un peu, les mêmes. Quels sont les outils utilisés pour créer ces visualisations? Et donc, en fait, quel est l'outil DataVis utilisé par votre agence? Alors, on a quelques data visualisations qui étaient basées sur les technologies d'Open Data Soft, parce que notre plateforme Open Data, elle est hébergée chez Open Data Soft. Donc on en a quelques-unes, et la plupart sont en JavaScript. Alors après, c'est vrai que les data visualisations, par nature, ça évolue assez vite, ça peut aussi, les technologies, comme les data visualisations évoluent assez vite. Celles qu'on a pu mettre en ligne, il y a quelques années, nous semblent parfois déjà un peu dépassées, donc on essaie de les renouveler, et cetera. Donc je ne sais pas si demain on sera toujours majoritairement en JavaScript, mais aujourd'hui c'est le cas, et puis on essaye de se tenir, on va dire, au courant de l'état de l'art. On fait développer nos data visualisations. On n'a pas les compétences, je le dis, on existe, on traite aussi les données elles-mêmes, sur la mise à disposition des données en open data, et puis on a d'autres missions sur notre axe mécanisme de marché que j'évoquais brièvement, mais qui est quand même une grosse partie de notre activité. Donc les data visualisations, on les fait développer. Donc on a des cahiers des charges assez précis, mais ça dépend aussi de ce que les développeurs vont proposer, et les outils qu'eux utilisent. OK. Et une dernière question, DataVis et sémiologie, avez-vous rencontré quelques difficultés liées à des risques d'erreurs d'interprétation? Quels sont les plus grands pièges à éviter? Et d'ailleurs, Raphaël pourra peut-être même répondre à cette question aussi, puisqu'il l'a évoqué tantôt dans ses présentations. Alors oui, bien sûr, je pense que toute donnée et toute data visualisation, on a beau mettre des disclaimers ou renvoyer à des notes méthodologiques, etc. Le risque, c'est effectivement que ça soit mal compris, on va dire, ou peut-être que ça a été mal exprimé aussi. Après, la question de la responsabilité, entre guillemets, je pense que les torts sont partagés. Oui, bien sûr, il peut y avoir des erreurs d'interprétation. Sur les mots, alors je le dis, je ne sais pas si quelqu'un, par exemple, de l'observatoire régional aujourd'hui est présent avec nous, mais si je prends le terme d'énergie, nous on a tendance à parler, par exemple, de données d'énergie, de bilan d'énergie. Eh bien, les observatoires régionaux vont toujours nous dire: «Oui, mais vous ne traitez que l'électricité et le gaz, et l'énergie, c'est bien plus que ça. Il y a tous les produits pétroliers, il peut y avoir le bois, il peut y avoir des réseaux de chaleur, et cetera». Donc, si je prends juste cet exemple-là, oui, voilà, rien que sur le terme énergie, jusqu'où on va, de quoi on parle, eh bien chacun peut avoir une approche un peu différente. Donc quand nous, on produit une data visualisation, et on va dire quelles sont les consommations d'énergie sur votre territoire, par exemple, eh bien oui, c'est les données d'énergie qui concernent l'électricité et le gaz. Aujourd'hui, on n'intègre pas les données bois, réseau de chaleur, produits pétroliers. Donc si je veux avoir un bilan de toutes les consommations d'énergie sur le territoire, eh bien, il faut que j'aille chercher d'autres sources de données, et peut-être d'autres data visualisations également. OK. On a d'autres questions qui sont dans le chat du coup, donc je vais essayer de les remonter. J'ai peut-être quelque chose Mais sur, oui, le vas-y DataVis Raphaël. et sémiologie du coup. Oui. Effectivement, alors une habitude professionnelle à pas perdre de vue, c'est que même si on exploite des données, on n'est pas tout seul, donc on essaye de recouper, ou du moins, de prendre l'habitude de faire réagir une source experte. Et en plus, la DataVis peut avoir ça de bien que c'est une preuve de travail. Donc, si, vous allez voir, enfin si je vais voir un chercheur ou quelqu'un de spécialisé vraiment sur les données que je suis en train d'étudier, et que je lui transmets ma data vise, lui va pouvoir se dire: «Ah, il a bossé sur le sujet, il a déjà bien défriché, donc on va pouvoir rentrer au cœur des choses». Donc c'est ça la principale sécurité, je pense, c'est d'avoir toujours une source complémentaire et un peu experte, parce que elle peut aussi bien vous alerter si vous faites fausse route en disant: «Ben non, ce que vous visualisez,
paraît pas du tout juste par rapport aux observations habituelles. Elle peut prolonger ce que vous avez montré, mais elle peut aussi, et c'est pas à négliger, vous inspirer d'autres idées, pour éventuellement d'autres visualisations. Ça m'est déjà arrivé, plus d'une fois. Une autre question encore, pour vous 2. La guerre en Ukraine et les, menaces d'extension du conflit ne menaceraient-ils pas l'ouverture de nombreuses données? OSM ne diffuse-t-il pas de nombreuses informations stratégiques, par exemple? Alors, je peux apporter peut-être un élément de réponse, hein. C'est vrai que, encore une fois, sur la partie, tracée des réseaux, donc c'est des données qui finalement sont mises à disposition, par, on va dire, les GRD nationaux que sont Enedis et GRDF depuis quelques années. Puis c'est un mouvement progressif, hein. De plus en plus de distributeurs effectivement, les mettent à disposition. Il y a eu de fortes réticences, en interne avec effectivement des craintes sur le côté à la fois, stratégique, les risques. Alors, à l'époque, on pensait plus à des risques, d'attentats que de guerre, mais aujourd'hui, voilà, la nature des risques évolue, mais ce sont toujours des risques. Donc, la question a été, largement instruite, débattue en interne et puis finalement, voilà, il y a eu une décision qui a été prise, de les publier. Après tout, les tracés des réseaux, pour la plupart, on a commencé par publier d'ailleurs les réseaux aériens, ceux qui étaient visibles, en disant, à partir du moment où ils sont visibles à l'œil nu, on ne dévoile rien de stratégique. Après, ont été ajoutés, les réseaux souterrains. Donc là, pour le coup, effectivement, c'est par définition, on les voit pas, hein. Bon, ça a été discuté aussi avec le ministère, y compris de l'Intérieur, et avec le ministère de tutelle, hein, qui est le ministère de la Transition écologique. Mais bon, on a considéré qu'effectivement, les risques étaient faibles et que pour la plupart, c'était des données qui auraient pu être reconstituées. C'est-à-dire que si on cherche vraiment à les avoir, eh bien, on peut les avoir. Je dirais d'autant plus sur les réseaux, entre guillemets stratégiques, qui sont les réseaux de transport, hein, donc en amont de nos réseaux à nous, distributeurs. C'est là où potentiellement, hein, si on parle malheureusement de risques, les risques sont les plus gros. Si, effectivement je touche, à la très haute tension ou à des canalisations de gaz de transport, les risques sont bien plus importants et ceux-là, ils sont, visibles et connus. Donc, voilà. Après, ça, c'est aussi une manière, on va dire, de faciliter les choses, hein. C'est quand même rendre, cette information-là, disponible sans avoir à aller la chercher sur le terrain. Donc, bon, le risque, il a été, apprécié, pesé, la décision, elle a été prise. Après, voilà. Merci. Raphaël, un ajout? Non, pas grand-chose à dire. Après, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont produites, notamment, via, l'OSINT, hein, l'Open Source Intelligence. La principale question, c'est est-ce que les données produites font consensus ou pas? Après, en tant que, data journaliste plutôt presse locale, c'est vrai que j'ai pas beaucoup l'occasion de me pencher sur la guerre en Ukraine, même si évidemment, comme nous tous, je suis ça avec attention. OK. Une autre question, quel est le lien, alors là ça va être, plus pour, l'agence Auré, Aude. Quel est le lien entre vos données pour la visualisation des ouvrages de distribution d'énergie et le guichet unique dict.fr qui regroupe Oui, alors beaucoup de je l'évoquais gestionnaires tout à de l'heure, réseaux? effectivement, donc DICT, c'est pour les déclarations, d'intention de commencement de travaux. Donc c'est vraiment, des données là qui sont beaucoup plus précises et engageantes, hein. Donc, avant de faire des travaux, il faut surtout pas passer par l'open data, il faut bien, passer par des DICT, enfin par le guichet qui est prévu, à cette fin. Donc là, encore une fois, les données qui sont publiées en open data, c'est, pour avoir une première approche, c'est par exemple, je sais par exemple, ça sert pour des publics qui ne sont pas du tout nos publics, nous, habituels, justement pour tout ce qui est, travaux et gestion de réseau. Mais par exemple, les fédérations de sport aérien, qui, pour faire du parapente, pour faire du deltaplane, des associations de pêche, voilà, pour voir où sont les réseaux, et éviter effectivement, les risques, afférents à ces différents loisirs. Ça peut être pour, planifier, je suis effectivement un producteur, d'énergie renouvelable. Je veux regarder, où sont les réseaux, comment je pourrais optimiser, on va dire, mon implantation. Eh bien, j'ai un accès au réseau. Par contre, ça ne remplace pas du tout, tout ce qui est, cartographie, grande échelle pour des travaux.
Et je voyais une autre question également, du coup je me permets de répondre aussi. Allez-y. Existe-t-il un site qui référence l'ensemble des data visualisations existantes, tout secteur, tout domaine? Alors nous, en tout cas, on l'a pas trouvé. C'est pour ça que notre initiative, on l'a menée à notre périmètre, sur l'énergie. Ça nous semblait être utile, et j'espère que j'ai pu vous convaincre que ça l'était, mais de donner accès effectivement à un point d'accès unique à la richesse des outils existants et effectivement à permettre d'avoir un accès en un coup d'œil à plein de data visualisation et à plein de données. En effet, ça semble pas simple à trouver sur data.gouv. Alors oui, il y a des réutilisations, mais elles sont pas systématiquement déclarées. Il y a beaucoup de, on va dire, de créativité en matière de data visualisation, mais c'est pas toujours enseigné sur data.gouv. Donc je pense que la réponse est non, il n'y a pas de site de référence multithématique, mais peut-être que ça viendra effectivement. Peut-être que c'est quelque chose qui demain intéressera de plus en plus. Et après cette phase, enfin moi c'est un peu le sentiment que j'ai, il y a eu une phase effectivement d'open data très forte, beaucoup de données qui ont été mises à disposition. C'était aussi la logique de la loi pour une république numérique. Et après cette phase de mise à disposition de données, il faut pouvoir faciliter un accès simplifié à ces données. Et la data visualisation, c'est un bon outil. Donc après la mise à disposition de données, il y a vraiment comment ces données vont être utiles, utilisables. Et du coup, la data visualisation, elle permet quand même l'appropriation de ces données et de se repérer un peu dans la richesse et le foisonnement des données qui ont été mises à disposition. Et une dernière question, je pense, ça va être pour Raphaël. Y a-t-il des formations universitaires dédiées à la data vis dans le Grand Est? Pas que je sache. Après, selon les domaines et notamment dans les sciences humaines, vous avez, des cours de statistiques dédiés, donc très certainement, des modules de visualisation. Maintenant, une formation dans le sens un métier, de visualiseur de données, en tout cas à ma connaissance, ça n'existe pas, d'ailleurs peut-être même pas que dans le Grand Est, mais dans le reste du pays. OK, très bien. Et ben, du coup, ça va nous permettre de faire une transition, sur la dernière partie que je devais présenter. Du coup, je vais la résumer parce que je pense que, tout le monde à la fin, on commence à perdre des gens. Donc je vais vous montrer, en fait, je vais vous partager, mon écran d'ordinateur. Je vais me remettre ici, voilà, sur le site de Data Grand Est. Voilà, je pense que vous voyez tous mon écran. Sur le site de Data Grand Est, on a mis en ligne, donc quand vous allez dans l'onglet outils et données, générer des cartes et graphiques, vous avez donc des outils de valorisation de données donc, qui sont sur la plateforme Data Grand Est. Guillaume et Antoine vous ont déjà fait une présentation de ces outils par le passé, donc vous pouvez retrouver le webinaire sur leurs utilisations sur notre site web ou sur la plateforme YouTube. Donc n'hésitez pas. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les nouveautés qu'on a mis justement en ligne, qui sont le type de graphique selon vos besoins, les outils supplémentaires de data visualisation si vous voulez vous lancer là-dedans, et puis une bibliothèque de livres de référence. Donc, je vais aller très très rapidement. Le type de graphique selon vos besoins. Souvent, quand on a besoin d'utiliser nos données, ça peut être difficile de savoir est-ce que je fais un graphique, un camembert, un truc avec des points, qu'est-ce que je fais? Donc en fait, ce document ici présent vous aide à savoir, à choisir un graphique selon ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire une distribution, prouver une évolution dans le temps ou montrer quelque chose de plus géographique. Donc c'est en anglais, mais c'est quand même assez facile à comprendre. Donc vous cherchez en fait votre objectif, l'objectif de votre graphique, et puis là, ça vous propose tout plein de graphiques que vous pourriez faire avec ça. Dans la même optique, il y a le site DataVis Project qui existe, qui vous permet pareil donc de visualiser différents types de graphiques. Vous pouvez choisir donc soit est-ce que vous voulez un diagramme, un tableau, enfin plus une carte, et puis il va vous proposer différents types
d'outils finalement pour y arriver. Vous pouvez choisir aussi selon le type de tableau que vous avez déjà, enfin vos types de données à la base, à quoi elles ressemblent, ce qui va vous permettre de voir quel graphique pourrait le mieux représenter ce que vous avez. Ou alors vous pouvez choisir aussi par fonction, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que c'est des comparaisons, une corrélation que vous voulez montrer ou quelque chose de plus à travers le temps. Voilà. Et ce qui est le fun avec avec ce site, en fait, surtout, c'est que quand vous choisissez une représentation, en fait, il vous montre des exemples de qu'est-ce qui a déjà été fait dans le temps. Donc finalement, vous pouvez décider d'aller avec un simple graphique comme ça, ou alors de faire un joli graphique un peu plus, un peu plus visuel ou en tout cas un peu plus stylé d'une certaine façon. Ensuite, il y a, les do's and don'ts, de l'Agence européenne, de l'environnement. Donc que faire et ne pas faire finalement quand vous faites un graphique. Le document, donc le PDF, il est en anglais, mais il y a une technique que vous pouvez faire, c'est cliquer sur ce lien tout simplement et aller sur la page donc, de l'agence, qui va se mettre en anglais. Mais si vous avez, Google, en fait, vous pouvez passer en français et vous l'aurez en français également, ce qui peut aussi vous simplifier vos démarches. Sinon, le document est quand même très facile à comprendre en anglais puisqu'il y a des petits, des petits bonhommes finalement qui vous disent c'est bien, c'est pas bien. Donc ça aide aussi à mieux s'y comprendre. C'est quand même assez visuel pour s'y retrouver. Ensuite, on vous a aussi proposé quelques outils supplémentaires de data visualisation. Donc du coup, ça rejoint un peu la question de la personne qui demandait si on avait, s'il y avait des cours. Mais en fait, vous pouvez aussi vous former par vous-même. Donc il y a on vous propose 2 sites qui sont Piktochart et Canva. Canva est en anglais. Par contre, Piktochart est tout en anglais et Canva est en français, pardon, et Piktochart est tout en anglais. Toutefois, c'est super simple à comprendre. Vous pouvez faire vos propres infographies. Donc les 2 là, c'est vraiment pour faire des infographies. Vous pouvez choisir des templates existants ou partir, de quelque chose qui n'existe pas et vous pouvez l'adapter à votre sauce. Vous pouvez, très bien utiliser, donc faire un template et même télécharger un tableau si vous avez besoin et puis de là, vous allez pouvoir faire des infographies. Donc je vous montre le chart. Insérer un chart, vous pouvez tout simplement aussi importer vos datas et puis voilà, ça va s'auto générer. Donc c'est vraiment bien si vous voulez faire quelque chose que vous allez partager sur les médias sociaux par exemple, faire un bilan de plusieurs données que vous avez récupérées. Piktochart, avoir utilisé dans le passé, c'est vraiment super simple, quand bien même c'est en anglais. Puis sinon, pour vraiment faire des vrais tableaux de bord, il y a les 3 outils qu'on vous propose qui sont Data Wrapper, Flourish Studio et Raw Graphs. Donc là, je vais vous montrer l'interface de Flourish qui est vraiment chouette puisque vous pouvez faire donc des visualisations. Vous pouvez choisir dès le départ ce que vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez uploader vos datas. Donc, vous les uploadez tout simplement. Elles s'autogénèrent ici. Vous pouvez changer les choses, mettre un nom à vos colonnes et tout ça. Et ensuite, quand vous retournez sur Preview, votre graphique s'est autogénéré. Ça s'enregistre automatiquement. Et ensuite, si vous avez plusieurs graphiques, vous pouvez en faire une présentation donc en cliquant sur New Story. Et là, vous pouvez tout simplement insérer toutes vos visualisations et ça peut faire une présentation. Et ce qui est chouette, en fait, c'est que vous pouvez présenter ensuite que je me trompe pas, c'est celui-là. Donc quand vous avez mis toutes vos présentations, vous pouvez tout simplement l'exporter, le publier, et puis vous pouvez récupérer le lien qui est ici présent. Et là, en fait, ça peut être partagé soit sur votre site ou sur le site de Flourish, et les gens peuvent aller eux-mêmes découvrir votre data viz. Voilà. Et puis ensuite, il y a une bibliothèque donc de livres que vous pouvez lire pour vous former. Et puis il y a aussi des vidéos si vous allez sur la chaîne YouTube de Toulouse DataViz qui vous donne des cours. Donc avec tout ça, vous pouvez essayer vous-même de faire vos propres DataViz, de vous former. C'est vraiment très simple et vraiment facile d'accès. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à revenir vers les équipes de Data Grand Est. Est-ce que vous avez des questions? Non, je pense que c'est
bon, puisque tout le monde a l'air de nous quitter là pour aller manger. Donc en fait, je vais en profiter pour vous remercier pour votre présence, remercier Raphaël et Aude d'avoir été présents avec nous, d'avoir répondu à toutes vos questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Merci. Et puis, nous allons vous envoyer un questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à partager aussi si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'approfondissement ou s'il y a des webinaires qui vous intéresseraient. Et puis, le prochain webinaire, eh bien, c'est dans un mois, le 2 juin. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci.